Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Une voix dans l'industrie. Aujourd'hui, nous allons prendre de la hauteur. Dans un monde où les frontières économiques se redessinent, l'industrie française doit naviguer entre guerre commerciale, taxes douanières et enjeux de souveraineté. Pour décrypter ces enjeux, je reçois Benjamin Frugier, directeur général de la FIM depuis novembre 2024. La FIM, c'est la Fédération des industries mécaniques. C'est la voix de 11 000 entreprises, 600 000 salariés et un moteur essentiel de notre économie. Avec Benjamin, nous allons mieux comprendre les enjeux du secteur avec un focus sur la digitalisation, la décarbonisation et le commerce international. Merci Benjamin de venir sur le podcast Une voix dans l'industrie et je suis ravi de vous recevoir ici dans nos nouveaux locaux sur un podcast qui est destiné à l'industrie. On a pu faire un petit tour un petit peu de ce qu'on fait, qui on est. J'ai pu te présenter un petit peu les présents. Est-ce qu'on peut se tutoyer durant le podcast? Aucun ça va être beaucoup plus facile. Je t'ai présenté un petit peu ce qu'on fait actuellement chez Igus. Et là, aujourd'hui, ça va être vraiment pour parler de la FIM. Est-ce que tu peux nous prendre un petit temps pour nous présenter un petit peu ce que fait exactement la FIM, s'il te plaît? Très bien. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, la FIM, c'est la Fédération des industries mécaniques. Donc, on représente un secteur qui est le premier secteur industriel en France, avec à peu près 600 000 salariés. Le chiffre d'affaires en 2025 était de l'ordre de un peu moins de 160 milliards d'euros. Okay. Ça représente à peu près 11 000 entreprises en France. Donc le secteur est vaste et il est très composite. Il y a deux grandes catégories de produits. En premier lieu, ce qu'on appelle des consommations intermédiaires. En fait, ça va être des composants ou des sous-systèmes qui vont être intégrés dans des produits plus gros, plus vastes. Alors, typiquement, ça peut être des pièces mécaniques pour l'industrie automobile, pour l'aéronautique. D'accord. Ça peut être aussi des pièces découpées pour faire des moteurs électriques. Okay. Ça peut être des activités de décolletage, d'usinage, forge-fonderie, etc. Tous ces métiers mécaniques. Donc là, on est vraiment des consommateurs intermédiaires, c'est-à-dire qui sont achetés par des clients pour les intégrer dans des produits plus importants. Ça, c'est la première grande catégorie de produits. La seconde, ce sont les biens d'équipement, les machines. Donc ça, c'est des produits finis qui concourent à soit produire quelque chose dans l'industrie ou à je dirais, dans une infrastructure, typiquement un bâtiment. Donc il y a beaucoup de produits qui sont des biens d'équipement pour le bâtiment. Et puis on a une partie de ces produits qui sont des produits consommateurs. Donc là, on a les fabricants d'articles culinaires notamment. Culinaires, exactement. Okay. Ouais. Donc c'est des pièces mécaniques au même titre que le reste, sauf que là, c'est des applications pour les consommateurs. D'accord. Donc, c'est un monde qui est très composite, essentiellement composé de petites et moyennes entreprises, un peu partout sur le territoire français, même s'il y a des zones géographiques un peu historiques de la mécanique, Rhône-Alpes, l'Est, voilà, et le Nord aussi. Voilà, donc ça, c'est le secteur qui est exportateur aussi, à peu près 40% part à l'export. D'accord. Ce sont plutôt des biens d'équipement qui partent à l'export, même si on peut trouver aussi des pièces mécaniques. Mais les pièces mécaniques, comme elles sont intégrées, il y a aussi, c'est plus proche du client et donc il y a en proportion un petit peu moins d'export. Donc ça, c'est le secteur industriel. Et donc, en termes de représentation institutionnelle, donc il y a la FIM, il y a 19 syndicats adhérents qui sont des syndicats métiers. D'accord. Voilà, donc on va les retrouver par rapport à l'ensemble de ces produits. Voilà, donc peut-être dire aussi que dans les produits, j'ai oublié de mentionner aussi que les machines, donc c'est les machines industrielles, mais aussi tout ce qui est travaux publics, les grues, etc., et jusqu'au machinisme agricole. Okay. Ouais, donc c'est un ensemble très vaste et donc il y a des syndicats métiers sur ces biens d'équipement. Et dans ces 19 syndicats, est-ce que tu peux m'en sortir quelques-uns pour que ça parle aux personnes? On parle de quoi en termes de syndicats? Alors, par exemple, il y a la Fédération Forge-Fonderie, le SNDEC, donc le syndicat national du décolletage, voilà, le FIMEF pour la partie découpage emboutissage. Sur les biens d'équipement, on va retrouver donc Evolis, plutôt les machines industrielles et les travaux publics, Axema pour le machinisme agricole. Artema, là, c'est des consommateurs intermédiaires, mais qui vont dans des produits... qui vont dans des produits finis, dans les machines. Des produits finis, donc ça peut être soit dans les machines, oui, il y a beaucoup de clients dans les machines, voilà à peu près
Ça fait partie. Alors, il y a une autre activité aussi que je peux mentionner parce qu'elle elle est très particulière puisqu'elle est à la frontière entre la partie, voilà, enfin, on va dire, ils utilisent des produits chimiques, Mhm. mais donc c'est tout ce qui est, c'est traitement de surface, D'accord. voilà, qui fonctionnalise les pièces. Donc ça, c'est une partie importante, un métier important pour la mécanique parce que voilà, ça permet d'avoir des fonctions très particulières. Mhm. Et puis aussi d'augmenter la durée de vie des produits. Et puis il y a des applications qui nécessitent des traitements particuliers, notamment quand il y a des fortes contraintes mécaniques ou thermiques. D'accord. Du traitement de surface spécifique, peut-être pour l'aéronautique, militaire, des choses comme ça. Exactement, ou pour l'automobile, hein, ça L'automobile. dépend de l'application, ça dépend des contraintes d'exploitation, mais aussi ça peut être aussi pour des engins de travaux publics, où là il y a D'accord. des contraintes très, très importantes en matière de résistance. Oui. Voilà, donc il y a un continuum produit et d'applications très vaste. Donc la mécanique, en fait, elle sert tous les secteurs. Y a pas, c'est pas une verticale, en fait, hein, Mhm. c'est un secteur transversal. Voilà. Ça marche. OK. Vous représentez des milliers de PME, la FIM. Quelle est leur principale préoccupation quand on regarde l'actualité mondiale en ce moment? Alors, il y a beaucoup de choses structurelles et des choses un peu plus conjoncturelles. Donc, au niveau structurel, donc, nous, on les accompagne sur deux transitions, la Mhm. transition écologique et la transition digitale. Voilà, la transition écologique, c'est pas que c'est plus simple, mais c'est plus appréhendable pour les entreprises. Alors, en fonction de leur positionnement dans la chaîne de valeur, la partie écologique, ça va être de décarboner, voilà, d'acheter enfin, l'électricité décarbonée, Mhm. etc. Enfin, Produire de façon verte. produire de façon verte, exactement. Pour les biens d'équipement, c'est un peu différent puisqu'il y a la question de, comme les biens d'équipement consomment de l'énergie, soit l'électricité, soit du diesel pour les travaux Mhm. publics ou le machinisme agricole. La transition, elle va aussi s'effectuer sur la modification des produits et leur transition vers des sources purement électriques. Voilà, donc ces transitions-là s'appréhendent différemment en fonction de la position de la chaîne de valeur. Pour la partie digitale, c'est plutôt, là, c'est un peu la même logique, c'est pour les sites industriels, donc la Mhm. façon de produire, donc le recours à l'IA, le recours à un meilleur contrôle du processus de fabrication, mais c'est aussi dans le produit, dans les biens d'équipement où il faut digitaliser pour que le client lui-même puisse récupérer Mhm. les données. Donc ça, c'est les deux grandes transitions. Et puis après, au niveau conjoncturel, bah, il y a beaucoup de choses au niveau international, notamment. Les droits de douane aux États-Unis, On va en la parler question chinoise. justement après. Je vais Et on va vouloir tout à fait, oui. aborder ce sujet-là avec des questions justement. Tout à fait. Alors, peut-être aussi dire que, en termes d'accompagnement, nous, on est essentiellement sur la partie influence et accompagnement sur des questions plutôt économiques et juridiques. Mhm. Mais on est dans un écosystème beaucoup plus vaste, voilà, puisque la fédération s'est dotée d'un centre technique D'accord. qui fête ses 60 ans. Qui a fêté ses 60 ans, 1965, et dont l'objet est de réaliser des activités de R&D et d'accompagnement en matière de déploiement technologique D'accord. pour les ressortissants mécaniciens. Et c'est basé où et ça représente combien de personnes? Alors, il y a plusieurs sites, hein. Le site historique est à Senlis, D'accord. mais il y a des sites importants à Nantes, à Saint-Étienne et un peu partout en France, des sites pour faire des essais. Voilà, Ah, c'est pour de la faire, R&D. c'est D'accord. exactement de la R&D et de l'accompagnement. Et il y a à peu près un peu plus de 1000 personnes. Donc ça, c'est le volet R&D et accompagnement sur le déploiement technologique. On a l'Union de normalisation de la mécanique qui s'occupe des activités de normalisation volontaire. D'accord. Voilà, donc là, le site est dans les locaux de la Maison de la mécanique. Ça, c'est la partie normalisation. Et puis, on a aussi deux structures de financement des entreprises. Voilà, Sofitex et Meka. Mhm. Voilà. Et donc, on a un écosystème qu'on a maintenant qui est sous la bannière Mécalliance, qui représente l'écosystème complet des industries mécaniques en France. Donc, la partie institutionnelle, c'est la FIM. Mhm. La partie R&D, le CETIM. La partie normalisation, l'UNM. Et la partie financement, Sofitex et Meka. Ok, donc là on a tout le maillage Exactement. de la film. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui vous anime personnellement dans la défense des industries mécaniques françaises sur la scène internationale, la FIM Alors, notre objet social, c'est les aspects collectifs. Ça, je pense que c'est très intéressant. Enfin, à titre personnel, moi, c'est ce qui m'anime. Donc, on défend des intérêts privés, certes, mais Mhm. collectifs. Mhm. C'est-à-dire qu'on doit rechercher voilà,
des sujets et défendre un secteur. On n'est pas là pour défendre une entreprise en particulier, mais c'est le secteur d'activité en général. Mais un secteur d'activité. Donc c'est cet aspect collectif. Cet aspect collectif est très important. Et puis après, l'intérêt aussi, c'est les sujets qu'on regarde, hein, qui sont de plus en plus complexes. La réglementation devient très complexe à appréhender pour une entreprise. Il y a des évolutions voilà, très importantes, notamment en matière de transition écologique. On a beaucoup de textes. On a beaucoup de textes aussi en matière réglementaire sur les aspects digitaux, donc un texte sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité. Et donc tout ce panorama... Les industries, en fait maintenant on ne parle plus d'industrie 4.0, on parle d'industrie 5.0, oui. Parce qu'on intègre l'IA, on intègre beaucoup de choses. Et il y a une partie qui est réglementée, donc au-delà de l'aspect technologique, il y a aussi un aspect qui est réglementé, donc là il faut le regarder. Donc typiquement dans cette architecture-là, le CETIM va regarder les aspects déploiement, nous on va regarder les aspects réglementaire. L'UNM pourra aussi nous aider sur les aspects donc de normalisation pour faire en sorte d'avoir des normes qui soient applicables et qui permettent de respecter la réglementation. Et en étant industriel, vous parlez de normes. C'est vrai qu'il y a toujours des normes qui s'ajoutent. C'est pas lié qu'à la France, c'est lié aussi, je pense, au monde politique international qui se déroule. Ça, c'est une question un peu directe. Est-ce qu'on n'a pas l'impression des fois de subir des normes en étant chef d'entreprise? Aujourd'hui, un chef d'entreprise, on ne gère plus simplement que des commandes, on gère aussi des ondes de choc mondiales par rapport à des choses qui interviennent. Là, c'est vous après qui intervenez. Donc en fait, vous faites un peu la balance de ce qui se passe, de comment aider l'industrie française. Comment vous faites pour justement manager tout ça? Parce que à la fois, il faut respecter les normes entre guillemets mondiales. Il faut respecter aussi l'industrie française pour les aider à pousser. Alors, peut-être déjà faire une distinction, parce que quand tu parles de normes, en fait, il y a deux acceptions un peu différentes. Il y a la norme juridique qui est obligatoire. Oui. Donc, celle-là, elle est à prendre en compte. Et après, il y a la norme volontaire, la norme technique, une méthode d'essai, un référentiel, etc. Voilà, qui est le libre choix entre des parties, entre clients et fournisseurs. Et ça, c'est justement le rôle de l'UNM. Et nous, on favorise l'émergence de normes volontaires parce qu'elles vont permettre de aussi défendre nos intérêts. La partie normes juridiques, donc la réglementation, la législation, elle vient effectivement du législateur. Et donc, il y a une production importante en France et au niveau européen. Et donc, notre rôle, c'est effectivement de faire en sorte que ces textes soient favorables, ou en tout cas les moins défavorables possibles aux entreprises de notre secteur. Parfait. Voilà, donc il y a deux sujets un peu de nature différente, avec des implications vraiment très, très différentes. Ok. On va aborder le sujet que tu as mentionné au départ de notre conversation, c'est tout ce qui est importation, exportation avec les USA, mais on va aussi parler de la Chine. Les deux opposés, et nous, l'Europe, en plein milieu. On a vu passer ce chiffre-là de 1,5 milliard d'euros d'exportation mécanique française impactée par les taxes américaines de 50%. Pour une PME française qui veut vendre des composants mécaniques ou de marchandises aux USA, quel est l'impact vraiment pour eux? Alors, effectivement, ces droits de douane ont un impact très, très négatif, puisque donc, peut-être revenir en arrière sur les choix de l'administration Trump, donc, qui considère que l'acier est un produit stratégique. Et donc, la mesure dont on parle vient... en fait, est appliquée selon un texte législatif qui parle de sécurité nationale. D'accord. Alors, évidemment, dans la production d'acier, il y a beaucoup d'acier qui va... Enfin, beaucoup. Il y a une partie de l'acier qui va dans des secteurs stratégiques comme l'aéronautique et la défense. Mais ils ont fait une mesure générale depuis donc, un peu plus d'1 an maintenant. Et ils ont embarqué là-dedans non seulement les produits sidérurgiques ainsi que l'aluminium et un peu plus tard le cuivre, mais tout ce qu'on appelle les produits dérivés, c'est-à-dire les produits mécaniques. Pour une grande partie sont des produits de notre secteur avec des droits de douane très élevés. Donc l'historique est un peu long à raconter, mais globalement, il y a eu pas mal de perturbations à cause de ça.
Donc certains industriels avaient des possibilités à court terme d'exporter en amont de la mesure. Parfois, certains avaient fait des stocks. Enfin, il y a eu plusieurs façons de travailler. Il y en a d'autres aussi qui ont essayé de faire un peu plus de valeur ajoutée et de pas forcément rentrer dans le code douanier qui était taxé. Mais en tout cas, ça a généré beaucoup de perturbations. Il y a eu un contentieux aussi sur les modalités de calcul. Bref, voilà. Donc, il y a ce référentiel, en fait, la première perturbation, c'est que ce référentiel juridique évolue dans le temps, et ça, c'est pas bon pour les entreprises. Mais ça évolue dans le temps, dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Pas forcément dans le bon sens. Alors là, l'administration américaine a réformé le système le 6 avril dernier, parce que justement, à cause d'un contentieux, ils ont simplifié la méthode. Mais il n'en reste pas moins que ces droits de douane existent voilà, et sont complexes à appréhender. Il y a beaucoup de contentieux, et à ceci s'est ajouté le fait que les mesures générales qui étaient à l'entrée des États-Unis ont été abrogées par la Cour suprême. Voilà, donc il y a beaucoup de perturbations, et la perturbation principale pour les entreprises, c'est que le cadre juridique n'est pas fixe. Ça, c'est vraiment parce qu'en fait, elles ne savent pas comment s'y prendre. Voilà. Alors après, il y a néanmoins des secteurs qui n'ont pas été trop perturbés, parce qu'en fait, parfois, il y avait certaines entreprises ont des productions que les États-Unis ne fabriquent pas. Donc ils ont besoin. Donc ils se servent un petit peu de ça pour alléger peut-être ces droits d'importation. Non, en fait, les clients américains, pour ces produits qui sont essentiellement faits dans l'Union européenne et en France, j'ai quelques exemples de produits, voilà, ils ne peuvent pas se sourcer aux États-Unis. Donc les clients américains continuent d'acheter malgré les droits de douane. Alors après, quand le produit subit un droit de douane important, mais qu'il est intégré dans un produit et que, in fine, sur le produit final, ces droits de douane-là ont un impact faible, voilà, il y a aussi un nouvel équilibre qui se trouve, et ça dépend aussi du caractère, je dirais. Est-ce que le client américain a le choix aussi de faire autre chose? Oui, après, est-ce qu'il est orienté aussi? Parce que moi, en fait, quand j'ai lu cette note-là, par rapport à ces droits de douane 50%, pour moi, ce n'est pas une barrière simplement douanière. Quand je l'ai lu, ça fait un petit peu un avis d'expulsion de nos entreprises européennes. Pour moi, je considère comme ça. C'est peut-être brut, mais c'est difficile pour une PME aujourd'hui qui est impactée avec ce droit de douane de pouvoir continuer à exporter, d'être compétitif. Ou alors on mange sur les marges. Donc si on mange sur les marges, on se déploie beaucoup moins. Ah bah oui, en fait, la stratégie américaine, c'est de relocaliser les activités industrielles. Et la modalité centrale dans l'administration Trump, c'est de mettre des droits de douane. C'est ça. Voilà, c'est vraiment la méthode principale. Avec son tableau, quand il annonçait. Exactement, oui, exactement. C'est la méthode de base. Alors après, on verra, parce que ça perturbe à court terme quand même les flux économiques, enfin les flux de commerce international. Mais en fait, quand on fait cette analyse, effectivement, donc il y a cette stratégie, et je pense qu'ils savent que cette stratégie est coûteuse à court terme. Voilà. Mais comme l'objectif est de réindustrialiser, c'est une vision plus long terme. Voilà, donc c'est un pari qui est fait. De leur côté. De leur côté, exactement, oui. Okay. Et puis des impacts différenciés en fonction de la nature du produit et le fait qu'il existe ou non une source d'approvisionnement alternative pour le client américain. Ouais. Voilà. Vous avez publié donc cette fameuse note en juillet 2025. Pourquoi parlez-vous d'une relation asymétrique dedans? Et est-ce que l'Europe est-elle trop gentille dans ses négociations? Alors là, on est toujours sur le sujet Amérique. Ouais. Oui, c'est asymétrique parce que en fait, les droits de douane à l'entrée des États-Unis, les droits de douane généraux étaient à l'époque de 15%. Ouais. Ça, c'est lié à l'accord avec l'Union européenne. Et en fait, les Américains ont demandé 0 droit de douane pour leurs produits à l'entrée de l'Union européenne. Donc c'est asymétrique. Ouais. Et on a accepté. Et on a accepté, oui. Alors après, on n'est pas dépositaire non plus de l'intégralité Enfin, on n'a pas assisté aux négociations. Voilà, en tout cas... Donc c'est de la négociation. Si, je pense que c'est une négociation, mais voilà, on n'a pas les tenants et les aboutissants. En tout cas, nous, et je pense que le monde économique était plutôt mécontent de cet accord, puisqu'effectivement, ce qui apparaît, c'est que ce qui apparaît de façon assez évidente, c'est le caractère asymétrique.
Et quand on négocie, on cherche à avoir quelque chose Du d'équilibré. win-win, c'est ça. Exactement, oui. Et c'est pas le sentiment que Non. l'accord a donné. Mais On bon, est bien d'accord. voilà. On va passer maintenant de l'autre côté du globe, avec la Chine. Face à la stratégie Made in China 2025, comment nos entreprises peuvent-elles lutter contre une concurrence qui ne joue pas avec les mêmes règles de jeu? Tout ce qui est subvention, tout ce qui est surcapacité, et ainsi de suite. Alors, c'est un problème qui est vaste. Peut-être ce qui serait intéressant, c'est de mettre en perspective le modèle économique chinois, parce qu'on ne peut pas analyser la situation sans avoir une bonne compréhension du modèle économique. Alors, le modèle économique, alors on a des traces déjà sur les secteurs amont, puisqu'en fait la Chine s'est développée à partir des années 80. Voilà, et ils se sont équipés sur, je dirais, l'amont. Donc on va parler essentiellement de l'acier. Voilà. Et puis à partir de 2012, avec l'arrivée du nouveau président, là ça a évolué fortement. Avec cette question de vouloir faire du rattrapage technologique. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Xi Jinping a une vision, comment dire, assez... l'économie ne sert pas qu'à élever le niveau de vie des gens, ce qui était le cas dans l'historique antérieur. Lui, il a une visée aussi de domination. Ouais. D'envahir un peu le monde technologique. Oui, envahir, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, cette question de domination, c'est-à-dire en fait que l'économie est un outil parmi d'autres de puissance. Voilà. Et donc, ce modèle-là, donc ça, c'est les intentions. Après, la réalisation, c'est un peu toujours la même, c'est-à-dire le recours à la subvention pour faire émerger l'offre. Et donc, on sait que la quasi-intégralité de l'économie chinoise est subventionnée. Oui. Et ça se fait, si on prend les chiffres un peu macro, donc l'investissement en Chine par rapport au PIB, c'est à peu près 40%. D'accord. Et donc, c'est tout confondu, hein, le logement, mais aussi l'équipement, les machines et équipements. Dans l'Union européenne, en France et aux États-Unis, c'est à peu près 20%. Moitié moins. Moitié moins. Et ça, c'est sur une longue période. Et évidemment, pour qu'il y ait un taux d'investissement élevé, il faut qu'il y ait une consommation plus faible et donc une épargne élevée. Voilà, donc en fait, ils maîtrisent les salaires. Les Chinois épargnent beaucoup. Et tout cet argent est réinjecté avec des flux disproportionnés par rapport à l'Union européenne dans l'économie. D'accord. On a vu la problématique des logements. Oui. Donc les logements, il y a une dimension particulière parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de logements construits en Chine. Mais comme c'est localisé en Chine, il y a un moment, les Chinois ne peuvent plus acheter les logements parce qu'il y en a tellement. Ouais, il y avait même des villes fantômes. Exactement, ouais. Donc ça s'est arrêté et ces capacités d'investissement ont été transférées à l'industrie. Mais la même situation dans l'industrie va générer d'autres effets, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont se mettre à produire beaucoup. Et comme le marché intérieur chinois la consommation est limitée, ils vont aller sur des marchés internationaux. Ce qu'ils ne peuvent pas faire avec le bâtiment, parce que le bâtiment, lui, c'est interne. Il est là où il est. Et donc, on peut pas faire le même modèle. Et donc, ce modèle économique génère beaucoup de surcapacité de production. Et la Chine, donc, en fait, est très concentrée sur la question de générer de l'offre. La demande, ils s'en fichent. Oui. C'est pas l'équilibre offre-demande, c'est on favorise l'offre. Et ça crée des situations où quand la mise en place du Made in China que tu as cité, en 2014-2015, c'est vraiment le catalogue des technologies qu'il faut faire émerger, donc avec des subventions importantes. Et ça génère quelque chose de très paradoxal parce qu'en fait, c'est une économie qui n'est pas capitaliste. Il y a beaucoup de grandes entreprises d'État, mais il y a une poche de capitalisme et de ce que je vais appeler de l'hypercapitalisme. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'État finance et les régions font pareil, un secteur émergent,
il y a plein d'acteurs économiques qui s'en saisissent et ils vont se retrouver à 3 000, 5 000 entreprises sur le même créneau. Donc, c'est impossible parce qu'en fait, il n'y a pas de demande, ou il y a très peu de demande par rapport à l'offre. Et donc, en fait, il y a plein d'entreprises qui disparaissent. C'est vraiment darwinien, et donc très, très capitaliste pour le coup. Voilà. Et celles qui restent sont les plus compétitives et les plus innovantes. Et en fait, ce système génère deux choses, des surcapacités, mais des sociétés hyper innovantes. Oui, c'est ça Moi, j'ai vu un petit peu l'évolution. Bon, j'ai que 24 ans de carrière dans l'industrie, mais j'ai connu cette période où notre savoir-faire allait là-bas. Donc, ils importaient énormément de savoir-faire parce qu'aujourd'hui, à l'époque, ils ne produisaient pas autant, mais ils prenaient le savoir-faire et aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de ce savoir-faire-là parce qu'ils l'ont absorbé. Ils l'ont démultiplié parce qu'ils ont investi énormément, même dans les infrastructures académiques. Pour chaque secteur d'activité, j'avais lu un truc où chaque secteur d'activité, il y a pratiquement un pôle économique éducatif pour ce secteur-là. Je prends par exemple pour les tunneliers, ils ont acheté le savoir américain. Aujourd'hui, c'est eux qui ont les plus gros tunneliers, avec les meilleures capacités. Pour les ponts aussi. Et sur chaque secteur, l'IA, la robotique, les robots humanoïdes. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de ce savoir-faire, ils l'ont capitalisé. Et maintenant, en fait, ils produisent en masse. Et comme vous dites, subventionnés, ils vendent même des fois à prix coûtant pour inonder le marché. Donc, comment on peut faire pour lutter? C'est très compliqué parce qu'en fait, nous, le diagnostic, c'est de dire, donc, il y a on va dire subvention, c'est un cycle infernal en fait. Subvention, surcapacité, dumping. Voilà, dumping. Dumping, ça veut dire que pour vendre, pour écouler la marchandise qui est produite, ils doivent vendre très, très peu cher. Et donc, ils vendent moins cher que sur leur marché national. C'est ça. Ça, c'est la question du dumping. Alors, il y a un instrument de défense commerciale qui s'appelle l'anti-dumping, mais qui est difficile à mettre en œuvre, puisqu'en fait, la charge de la preuve, c'est pour les industriels qui ont un préjudice, les industriels européens. Donc, il y a une procédure qui dure à peu près 13 mois. Il faut porter plainte donc avec un avocat, c'est quand même important. Et après, il faut ramener beaucoup de données économiques parce qu'en fait, il faut justifier qu'il y a un dumping, c'est-à-dire un écart entre le prix du marché chinois et le prix fabriqué le prix pratiqué par le même acteur dans l'Union européenne. Ça, c'est pas forcément facile à montrer. Il faut montrer qu'il y a un préjudice pour l'industrie européenne. Là, on rentre dans des trucs très compliqués. Et après, c'est la cerise sur le gâteau. Il faut montrer qu'il y a un lien de causalité. C'est-à-dire que les difficultés des producteurs européens est vraiment liées à ce problème de dumping et pas à d'autres facteurs. Donc la mécanique est très complexe à appréhender. C'est long, c'est coûteux. Voilà, donc l'instrument n'est plus adapté. Donc on a travaillé sur une réforme des instruments de défense commerciale. Voilà, donc les travaux sont en cours. Le sujet est long parce que c'est dérogatoire par rapport au commerce international. Et donc, comme la Commission européenne reste encore très respectueuse des règles de l'OMC, voilà, c'est compliqué comme débat, mais en tout cas, nous, on a fait des propositions qui sont sur la table pour faciliter, je dirais, la protection des entreprises contre ce risque de surcapacité. En fait, là, tu as dit quelque chose d'intéressant. Nous, on respecte un peu les règles. C'est un petit peu comme le conducteur, on respecte le code de la route. Et de l'autre côté, en fait, ils jouent au stop-car. On ne joue pas du tout avec les mêmes règles, on n'avance pas du tout de la même façon. Et en fait, on est plus sur la défensive. On essaie de trouver des choses pour se défendre. Mais on se fait attaquer de part et d'autre. Douane, dumping. Exactement. Alors, effectivement, c'est pas de même nature non plus. Non, c'est pas du tout de même nature. Mais je veux dire, pour moi, on est vraiment au centre et on essaye de se débattre pour trouver des solutions. Exactement. Donc là, en fait, les solutions, il y en a. Il y a des travaux. La Commission européenne a récemment publié ce qu'elle appelle l'Industrial Accelerator Act. C'est-à-dire favoriser, elle introduit dans le corpus juridique européen, c'est pas terminé, parce qu'il y a des discussions au Parlement et au Conseil, la question de la préférence européenne, en particulier dans les marchés publics. Mais bon, la portée du texte, elle est neutralisée par le fait que dans les arbitrages au sein du Collège des commissaires, donc cette problématique avait été poussée par le commissaire Séjourné, le commissaire français.
Vu les arbitrages, en fait, il y a eu quand même des forces de rappel pour considérer que le contenu européen, qu'est-ce que c'est le contenu européen, la préférence européenne? En fait, c'est du contenu qui est produit par des pays avec lesquels on a un accord de libre-échange. Ok, Et donc, ça neutralise complètement parce bien qu'en sûr. fait, du contenu, des produits fabriqués au Maroc, en Corée du Sud, en Inde et en Argentine seraient considérés comme du contenu européen. D'accord. Donc, en fait, ça neutralise complètement la mesure. Mhm. Voilà, donc il y a quand même des forces pour dire il faut limiter le contenu européen au vrai contenu européen. Bien sûr. Voilà, donc la discussion est en cours, elle est pas simple, mais on est encore dans une logique, on est dans une logique défensive. Mhm. La partie offensive, c'est effectivement de stimuler l'innovation, c'est de travailler sur la question de la compétitivité. Donc là, le champ est très vaste, hein, il y a des problématiques. La partie réglementaire est quand même très importante en France et en Europe. Donc on est favorable à des mesures de simplification pour alléger la charge des entreprises. On est favorable à l'innovation, à la R&D. Voilà, donc il faut aussi être dans une logique plus offensive, mais le chemin est long. Donc en fait, nous, notre position, c'est à court terme, il faut être essentiellement dans une logique défensive, parce qu'effectivement, c'est quand même assez simple de limiter, enfin assez simple. Je dirais c'est relativement simple de limiter par des droits de douane ou par des méthodes de ce type-là, mais par contre dans un contexte temporaire. Par contre, la question de la compétitivité, elle est à plus long terme. La question de l'innovation, elle ne se règle pas du jour au lendemain. Bien sûr. Voilà, donc c'est quand même des cheminements à long terme. Et aussi peut-être dire que la Commission européenne s'est engagée dans la voie de la décarbonation. Il y a des objectifs, 2050. Ces objectifs sont antérieurs à ce que font d'autres zones, en particulier la Chine, c'est 2060, l'Inde 2070. Et donc tout l'enjeu, c'est donc si on dit que cet objectif est légitime, c'est de savoir d'y arriver, mais sans désindustrialiser. C'est-à-dire d'éviter ce qu'on appelle des fuites de carbone. En gros, ça revient à la délocalisation. Donc cet exercice-là, à notre sens, n'est pas complètement appréhendé par la Commission européenne. D'accord. Voilà. Et donc il y a beaucoup de mécanismes qui ont potentiellement, qui vont avoir des effets potentiellement de délocalisation. Donc c'est ce sur quoi on travaille voilà, beaucoup pour convaincre les pouvoirs publics français et européens de faire en sorte que cet objectif de décarbonation ne se fasse pas au détriment du secteur productif. D'accord. Ça répond un petit peu à la question que je voulais faire sur l'acier et la décarbonation. C'est la Commission européenne veut protéger notre acier. Pourtant, vous, la FIM, alertez sur l'impact négatif. Pourquoi protéger nos producteurs d'acier peut-il, à contrario, pénaliser nos fabricants de composants mécaniques de machines? Tout à fait. Alors là, on arrive sur un terrain sectoriel. Donc là, le débat était plutôt général. Ouais. Et là, on voit effectivement les mesures que la Commission européenne a retenues pour, on va dire, sauver, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas pour aider le secteur sidérurgique, vont générer des perturbations dans la chaîne de valeur. Et c'est un des problèmes, je reviens à cette question du risque de délocalisation et de fuite de carbone. Donc le secteur sidérurgique, qui est ancien dans l'Union européenne, a un certain nombre de difficultés. Voilà, il y a beaucoup il y a la question de la demande, il y a la question de la compétitivité, il y a la question donc effectivement il y a le prix de l'énergie puisqu'il y a beaucoup de fours électriques, et le secteur est globalement confronté à ce qu'on appelle des surcapacités au niveau mondial. Bon, donc l'OCDE a publié beaucoup de chiffres sur ce sujet. Pour donner un ordre de grandeur, la production européenne d'acier, c'est à peu près 140 millions de tonnes. D'accord. La production en Chine, c'est à peu près 1 milliard de tonnes. 10 fois plus. Ouais, pas tout à fait 10 fois plus. Ouais, 8 fois. Voilà. L'OCDE considère qu'il y a des surcapacités. Donc on revient à la question de tout à l'heure sur effectivement le modèle chinois génère des surcapacités. Et puis on a un effet aussi complémentaire, c'est qu'il y a des pays qui ont des ressources en matière de gaz, donc le Maghreb, le Moyen-Orient, qui ont créé des capacités de production de produits sidérurgiques en utilisant une technologie à base de gaz naturel. Voilà. Et donc, ils rajoutent encore, malgré une demande relativement faible, une hausse de la demande faible, des capacités continuent à se créer.
D'accord. Et donc, il y a un risque derrière de dumping. On revient Ouais, bien à sûr. la discussion de tout à l'heure. Et donc, la Commission européenne a mis en place des mesures de sauvegarde en 2018, donc qui contingentent les importations d'acier. Ce mécanisme-là va être prorogé par un nouveau mécanisme en juillet 2024. Et le problème, c'est que la problématique pour les acheteurs d'acier, c'est qu'en fait, la diversité, la possibilité de se sourcer en dehors de l'Union européenne va diminuer fortement. Et donc, structurellement, la mesure a un effet inflationniste. D'accord. Puisqu'en fait, on réduit, la possibilité. Quelque part, on réduit l'offre en fléchant vers des acteurs européens. Et évidemment, eux, le sachant, ils vont avoir tendance à... Il y a une tendance naturelle à un effet inflationniste. Bien sûr. Donc ça, c'est le premier volet. Après, il y a un autre volet. Donc ça, c'est le premier volet structurellement inflationniste. D'autant plus que les contingentements, donc les quotas maximum à l'entrée de l'Union européenne, ont été divisés par deux par rapport au système actuel. Enfin, vont être divisés par deux. Donc ça atténue la possibilité de se sourcer ailleurs. Le second sujet est un sujet environnemental. Donc les entreprises de la sidérurgie sont soumises à l'ETS, donc le marché du carbone. D'accord. Puisqu'elles sont émetteurs de carbone, en particulier les hauts fourneaux. Donc elles sont dans un système où donc c'est un système qui est fermé et qui diminue de taille. Donc c'est un marché libre du carbone. Et donc une entreprise sidérurgique qui émet un certain nombre de quantités de tonnes de carbone, elle a deux choix rationnels. Soit elle investit pour décarboner. D'accord. Soit elle achète des crédits carbone sur le marché. Ça, j'ai déjà entendu parler de ça. Il y a même eu une arnaque sur la taxe carbone. Oui, carbone. alors effectivement, il y a eu un mécanisme très particulier, exactement. Voilà, donc ils ont deux choix, mais sachant que structurellement, le prix du carbone va augmenter parce qu'en fait, la taille du marché va diminuer dans le temps pour atteindre l'objectif de décarbonation. OK. Et donc, structurellement, ces coûts carbone vont augmenter et donc ces entreprises vont avoir intérêt à investir à condition que le coût du carbone soit favorable à la question des investissements. En tout état de cause, ça va augmenter les prix pour les acteurs aval, parce qu'il faut bien que ce prix soit payé par quelqu'un. Bien sûr. Alors cette situation, il y a une case supplémentaire, c'est que pour ces entreprises soumises à l'ETS, qui sont confrontées au commerce international, il est bien évident que, en particulier l'acier, c'est le cas. Comme avant, il y avait des importations libres sur le marché européen, ces entreprises sidérurgiques extra-européennes n'avaient pas ce coût carbone à prendre en compte. Et donc, les entreprises européennes devaient investir ou payer du carbone, et donc ça augmente le point mort de l'entreprise. D'accord. Et donc, c'est vraiment très stratégique. Exactement, oui. Et donc, il y a un mécanisme qui a été prévu de quotas gratuits. Okay. Pour ces entreprises-là. Mais évidemment, les quotas gratuits, quelque part, neutralisent le système, puisqu'en fait, l'idée, c'est de faire payer le coût carbone. Voilà, donc la Commission européenne, en 2015, a souhaité arrêter ces quotas carbone. Et les entreprises du secteur, tous ceux qui étaient sous ETS, ont dit « mais on n'est pas protégé contre le risque de fuite de carbone, puisqu'en fait, nos concurrents extra-européens, eux, ils ne vont pas avoir la même structure de coût que nous. » Voilà. Et donc l'idée a été de dire on supprime de façon en une dizaine d'années les quotas gratuits. Et la contrepartie, c'est qu'on met un mécanisme de paiement du contenu carbone à l'entrée de l'Union européenne. Ce mécanisme est entré en vigueur le 1er janvier 2026 et sera pleinement effectif en 2034. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui achète de l'acier extra-européen ou européen, peu importe, va avoir dans le prix d'achat la composante carbone. D'accord. Et ça pose un problème pour les industries aval européennes. C'est qu'un fabricant mécanicien au Maroc, lui, il n'aura pas dans son achat d'acier la composante carbone, elle n'y sera pas. Elle n'y sera pas. Donc on va créer un différentiel de compétitivité entre les utilisateurs d'acier de l'Union européenne et les utilisateurs d'acier en dehors de l'Union européenne. Donc, on transfère en fait le problème. Là, on est vraiment sur le cadre d'une mesure sectorielle qui n'est pas bonne pour nous, parce qu'en fait, elle transfère un problème économique de l'amont vers l'aval. Et en fait, les deux mesures cumulées, c'est-à-dire
les contingentements à l'entrée de l'Union européenne, plus la problématique carbone, va favoriser des productions de composants métalliques et de biens d'équipement extra-européens. Bah oui, automatiquement. C'est absurde. Ah oui, automatiquement. C'est absurde. Donc, globalement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut... Donc là, on a alerté les pouvoirs publics, et c'est significatif, hein, parce que dans un produit métallique, alors le bien d'équipement, c'est un peu différent parce qu'on est un peu plus en aval dans la chaîne de valeur, mais pour un produit métallique, la part acier, c'est de 20 à 70%. C'est ce que j'allais dire. Ça dépend de l'application et de la technicité du produit final. Voilà, donc c'est un effet inflationniste important. Et donc, une des techniques pour neutraliser ça, c'est d'être dans les deux mécanismes. C'est-à-dire qu'en fait, nos produits soient soumis à contingentement à l'entrée de l'Union européenne et qu'ils soient aussi dans le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc là, il y a des travaux en cours. Ouais, pour neutraliser un petit peu le... Pour neutraliser ça et pour faire en sorte que quelqu'un qui va acheter, par exemple, un élément de fixation ou une pièce mécanique au Maroc, il paye aussi le contenu carbone. Oui, bien sûr. C'est un peu l'idée. Et le problème central, c'est que notre secteur, il y a plus de 1000 codes douaniers et derrière, ça pose des problèmes de mise en œuvre par les douanes. Les HS codes. Les HS codes, exactement. Ouais. Donc ça devient très complexe. Et quand on fait ça, on neutralise le différentiel de compétitivité sur le marché intérieur. Mais nos fabricants, ceux qui exportent, par exemple ceux qui exportent au Brésil, ils vont avoir un concurrent marocain qui n'aura pas la même structure de bien sûr. Donc en fait, on ne résout le problème qu'à moitié. Et donc il y a aussi la question de l'export. Donc tout ce paysage-là est quand même assez complexe à appréhender. Ça va modifier probablement les chaînes de valeur. Et voilà, donc on a quelques sujets autour de ça. Donc la discussion, les pouvoirs publics ont bien pris en compte ça, mais on achoppe sur des aspects techniques. C'est-à-dire, en fait, il va falloir contrôler tout ça et étendre les listes, c'est compliqué. Les douanes ne sont pas forcément favorables parce que c'est des coûts administratifs en plus. Voilà, donc le sujet est quand même est complexe et il est sérieux pour notre secteur. On n'est pas les seuls dans ce cas-là, non, je pense. puisque c'est l'aluminium est concerné. Donc il y a toute la chaîne de valeur. Le cuivre n'est pas dedans. Ok. Aujourd'hui, les produits métalliques, c'est acier et aluminium. Acier et aluminium. Voilà. Il y a d'autres produits qui sont concernés par le MACF, mais ce n'est pas notre chaîne de valeur. D'accord. Tout le monde veut l'industrie verte, ce que tu viens de dire, mais fabriquer l'acier vert coûte plus cher. Comment concilier transition écologique et compétitivité avec tout ce que tu viens de dire? Alors, c'est le sujet central et encore une fois, la Commission européenne... je pense, a du mal à faire la synthèse des deux. C'est vraiment un exercice difficile. Nous, on a regardé, effectivement, si on regarde que la décarbonation, donc le haut fourneau, c'est passage à des technologies DRI, donc avec une technologie donc hydrogène. Il y a des surcoûts. Donc, il faut que l'hydrogène soit vert pour que ce soit, d'un point de vue environnemental pertinent. Voilà, donc il y a des surcoûts parce qu'il y a un CAPEX important, il faut des investissements importants. Les CAPEX en général sont globalement couverts par la puissance publique. D'accord. Par contre, il y a de l'OPEX aussi qui est très élevé, puisqu'en fait l'hydrogène vert, on n'a pas de certitude sur le prix de l'hydrogène vert et donc le coût va être transféré dans la chaîne de valeur. Bien sûr. Et donc les études qu'on a montrent que l'acier vert va être plus cher. Voilà, donc c'est aussi une des difficultés. Donc là, c'est une problématique technique. C'est-à-dire que la solution de remplacement est a priori plus chère. Oui, c'est pour ça aussi, peut-être que quand je regarde ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la Chine, c'est pour ça qu'eux, ils ont reculé cette date à 2060. Parce qu'ils ne veulent pas avoir ces problématiques. Oui, et puis eux, ils considèrent aussi, c'est tous les pays dits émergents, ils considèrent que nous, on a effectivement, sur le long terme, on a déjà émis beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les émissions en France par unité de PIB, elles sont relativement faibles. Elles sont beaucoup plus faibles qu'en Chine, mais sauf que les Chinois disent, ça c'est les discussions dans les COP, les Chinois ou tous les pays émergents disent, mais vous avez déjà
largement émis. Mmh. Donc l'historique vous est défavorable. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes plus performant que nous, mais si on regarde Oui, l'historique, vous avez émis beaucoup plus que nous. Donc nous, on a le droit, De continuer. on a le droit d'émettre. D'où les trajectoires beaucoup plus tardives. D'accord. Mais le vrai sujet, c'est comment on décarbone en maintenant un tissu industriel. Ça, c'est une question qui est redoutable. Et donc, il va falloir trouver des solutions. Gros sujet. On va passer à la technologie autre. On va parler un petit peu d'IGUS rapidement. Toi, Benjamin, pour l'industrie qui se développe, il faut bien des équipements performants. Est-ce que l'ajout de composants intelligents ou de nouveaux matériaux comme les polymères IGUS qu'on fait, donc sans graissage, qui sont prédictifs, est un bon moyen pour vos adhérents de rester compétitifs? Parce que tout à l'heure, je t'ai montré un petit peu les avantages et inconvénients des solutions. Est-ce que pour toi, ça peut être une réponse pour rester toujours être compétitif à ce niveau-là? Alors, si on prend la problématique centrale, c'est qu'il faut innover et il faut être compétitif. Donc, il y a des problématiques. Donc, l'innovation, on va plutôt dire, même s'il y a des composants de coût dans l'innovation, c'est du hors-coût. C'est le positionnement du produit. Et puis après, il y a des problématiques strictement économiques de matériaux, de processus de fabrication. Voilà, donc nos industriels recherchent des solutions. Ils recherchent des solutions sur le process, sur le produit. Évidemment, donc les solutions que tu mentionnes sont potentiellement intéressantes. Alors là, le champ pour nous est très vaste. L'activité, je reviens sur le CETIM qui est le porteur de la R&D. C'est un continuum de R&D qui est très vaste parce qu'en fait, la R&D collective travaille sur les matériaux, sur le processus de fabrication, sur l'efficacité énergétique, sur les substances. Enfin, c'est un continuum très vaste sur la mise en place de capteurs. Voilà, donc toutes les solutions qui concourent à rendre les produits plus compétitifs ou les process plus compétitifs sont les bienvenus. Ok, très bien. Et on sait que la maintenance coûte cher. Donc pour les grosses machines industrielles, donc soit même on les fabrique ou des fois on les utilise aussi en France, et que la main-d'œuvre est rare, est-ce que les solutions zéro entretien sont devenues une priorité pour que nos usines restent rentables? Ça, c'est la question que je voulais te poser. Alors, zéro entretien, en fait, le terme n'est pas utilisé, pas vraiment utilisé dans notre secteur. Donc, on parle plutôt aujourd'hui de maintenance prédictive. Parce qu'en fait, effectivement, dans certaines applications mécaniciennes, il y a des ajouts de technologie. Oui, et puis il y a aussi des environnements très contraints. Donc effectivement, on a intérêt à anticiper les défauts. Donc ça fait partie aussi des sujets. Mais de toute façon, encore une fois, tout ce qui concourt à réduire les coûts d'utilisation chez le client sont favorables. Ça, c'est sûr. Enfin, vraiment, l'angle de la maintenance, évidemment, s'il n'y a pas de maintenance, c'est encore mieux. On va passer à la vision et la transition pour conclure, Benjamin. Sur la question souveraineté, on parle beaucoup de relocalisation. Est-ce que c'est réaliste de vouloir tout fabriquer en France dans le secteur mécanique ou doit-on viser une souveraineté européenne? Oui, alors nous, on est favorable effectivement à maintenir un tissu industriel productif et espérer qu'il augmente en taille. Voilà, donc c'est important. Tout ne peut pas être fabriqué en France, ça c'est sûr. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent l'être et on a un savoir-faire encore très important en la matière. Très bien. Et maintenant, on va faire un petit message aux jeunes. L'industrie mécanique est souvent de la haute technologie et de géopolitique. Quel message tu pourrais adresser à un jeune qui veut donner un sens à sa carrière, si tu as quelque chose à leur dire? Alors, l'avantage de l'industrie en général et de la mécanique en particulier, c'est la diversité des métiers. Il y a plein d'opportunités. C'est un secteur qui se digitalise beaucoup. Il y a beaucoup d'innovations. Il y a beaucoup de projets importants avec les clients à l'international. Donc, c'est un monde qui bouge sans arrêt. Parfait. Et est-ce que tu aurais un message pour terminer ce podcast? Merci à toi. Merci beaucoup de ta venue. Merci.